Notre héroïne buvait du thé tranquillement. L'offre de divorce l'a prise par surprise. Elle n'a jamais porté la tasse à sa bouche. La jeune fille a répondu que ce n'était pas une blague drôle pour un anniversaire de mariage. Et elle posa soigneusement le récipient contenant la boisson ambrée sur la soucoupe. L'orateur était Aster Winchester. L'homme annonçait l'apparition dans sa vie d'une personne qu'il aimait vraiment. Il a insisté sur le fait que sa bien-aimée, contrairement à Laetitia, était une femme pure, innocente et simple d'esprit. La fille s'est levée de table, furieuse. En colère, elle demanda comment une telle chose pouvait être dite. Le mari lui a attrapé la tête. J'ai supposé qu'elle recommencera à utiliser son nom de famille. Sa femme lui a rappelé combien d'argent ils avaient investi dans son entreprise. Les serviteurs entendirent à la querelle avec tristesse. Le mari a assuré qu'il avait remboursé ses dettes. Laetitia était sûre que ce n'était pas un devoir, mais une bonne action. J'ai demandé quel type de paiement était en question. Il m'a demandé de ne pas faire semblant de ne pas comprendre. Et il croyait avoir déjà récupéré la somme d'argent investie en lui. Même si c'est un peu tard, notre héroïne bouillonnait de colère. Elle pensait avec déception qu'Aster Winchester avait toujours été comme ça. La fille serrait ses vêtements dans un excès d'émotion. En regardant son mari, elle se dit qu'il minimisait souvent sa culpabilité, comme si cela ne signifiait rien. Et lui, comme si de rien n'était, buvait flegmatiquement du thé. La jeune fille a crié qu'à cause de son décès, sa famille avait tout perdu. Et il est même venu à l'idée du père de prendre des mesures extrêmes. Dans une société aristocratique, le fait qu'une personne ait de l'argent n'avait pas d'importance. Mais c'était une toute autre affaire lorsqu'ils perdèrent leur honneur. Le père de notre héroïne, chef de la famille Violette, a fait faillite lorsqu'il n'a pas pu rembourser son investissement à temps. L'homme a assumé l'entière responsabilité et s'est suicidé. Il a investi dans l'entreprise d'Aster pour une seule raison. Et il l'a fait uniquement parce qu'il était le mari de sa fille unique et bien-aimée. La fille a demandé si son mari allait se remarier. Il leva les yeux vers elle et demanda à nouveau, feignant d'incompréhension. Laetitia croyait que sans l'autre femme, il n'aurait pas commencé à parler de divorce. Aster essaya d'arrêter cette conversation qui traînait sans que personne ne l'ait prévu d'un geste. Il a assuré qu'il n'avait pas le temps pour les disputes. Elle a proposé de discuter du montant de la compensation monétaire. Mais sa femme ne voulait plus parler d'argent. La jeune fille pensait qu'une compensation n'avait aucun sens. Aucune somme d'argent au monde ne pourrait ramener son père. Et elle allait révéler la méchanceté de son mari. Winchester a rapidement réduit la distance avec la fille, et il lui donna une gifle retentissante. Les larmes montèrent aux yeux de la jeune fille. Le mari a déclaré que tous les griefs de son mari auraient dû rester dans le passé. Il a assuré que même son défunt père serait choqué de la voir comme ça. Il a dit à Laetitia qu'il en avait déjà marre de ses pitreries. La fille se tenait la joue qui brûlait à cause du coup. Aster a assuré que personne ne la traiterait comme une maîtresse si la fille se permettait d'être trop émotive. Se détournant de sa femme, il assura que ce mariage commençait à l'étouffer. Il y avait du mépris dans ses paroles, et son visage était déformé par une grimace de dégoût. Il a dit à notre héroïne qu'il avait l'impression d'être traqué jour après jour par un agent de recouvrement. Aster a continué à achever verbalement sa femme déjà déprimée. Il aurait été rendu furieux par ce visage pathétique, qu'il se sentait comme le plus grand scélérat du monde. Au même moment, l'homme regardait l'alliance qu'il portait à l'annulaire. Après y avoir réfléchi et réfléchi, Winchester a commencé à supprimer le symbole de la fidélité conjugale. Et posant sa bague sur la surface la plus proche, il résuma tout ce qui avait été dit ci-dessus et demanda le divorce. Aster a assuré qu'il voulait être heureux, avoir une famille normale, une femme aimée à mes côtés. Il voulait aussi avoir un enfant qui lui ressemblerait. Et Laetitia ne pouvait pas avoir d'enfant. Le couple se sépara, chacun plongé dans ses pensées. L'alliance a été laissée sur la table. Après un certain temps, notre héroïne était assise sur un banc dans le jardin. Je me suis demandé comment mon mari pourrait lui dire quoi que ce soit à propos de l'enfant. Après tout, la raison pour laquelle elle ne pouvait pas avoir d'enfant était parce qu'Aster la poussait dans les escaliers. C'était dans un accès de colère alors qu'ils étaient encore enfants. Ensuite, le jeune homme s'assit près du lit de Laetitia et lui demanda pardon. Elle n'était pas en colère, car elle était sûre qu'il ne l'avait pas fait exprès. Winchester lui promit alors de l'épouser. Il a demandé à pouvoir expier sa culpabilité de cette manière. Il y avait alors des larmes dans les yeux du jeune homme. Le jeune homme jura. Il a dit qu'il resterait avec Laetitia pour toujours. Il s'agenouilla devant elle. La fille rit en réponse. Il l'appelait par des noms affectueux. Rougissant, il insista sur le fait qu'elle était la seule femme au monde pour lui. Et maintenant, la fille ne comprenait pas comment son mari pouvait la traiter comme ça. Et elle fondit en larmes.
Une femme âgée descendait les escaliers. Elle était accompagnée d'un homme d'âge mûr. Laetitia se leva pour les rencontrer. « Belle-mère » a-t-elle déjà eu une conversation avec Aster? La jeune fille a rappelé qu'elle ne pouvait pas concevoir d'enfant. La dame le savait, et elle a répondu que c'était la faute de la femme elle-même si elle ne pouvait pas prendre soin de son corps. Elle a assuré qu'elle soutenait son fils dans sa décision de divorcer. Souriante, la belle-mère donna quelques conseils à Laetitia. « Allez ailleurs et faites de votre mieux. » La femme en colère a déclaré qu'elle n'était pas sûre qu'il y ait un endroit qui oserait accepter un tel enfant. Tournant la tête sur le côté vers son partenaire, la dame lui a demandé s'il voulait dire quelque chose à Laetitia en plus d'un au revoir. L'homme blond, comme son fils, posa une main amicale sur l'épaule de sa belle-fille. Il était sûr que la fille avait fait beaucoup d'efforts. Elle a probablement fait tout ce qu'elle pouvait. Le beau-père parlait d'un ton amical. Il a assuré que ce serait merveilleux si tous les efforts étaient justifiés. Mais malgré tous ces efforts, le poussin ne parvenait pas à suivre la cigogne adulte. La belle-mère lui informa sèchement qu'elle avait récupéré toutes les affaires de Laetitia et laissé ses valises à l'entrée. Et comme dernière faveur, Madame Winchester a appelé une voiture pour sa belle-fille. Ainsi, elle pouvait aller où elle voulait. Elle a exprimé l'espoir de ne plus jamais rencontrer Laetitia. La voiture était déjà stationnée à l'entrée principale du domaine, prête à partir. En regardant le transport, notre héroïne s'est rendue compte qu'il s'agissait plus d'une charrette que d'une voiture. Des valises et des paquets d'affaires gisaient sur le sol. La jeune fille avait le sentiment que les proches de son mari n'attendaient qu'elle pour signer les papiers du divorce. En regardant tous ces biens, Laetitia se rendit compte que c'était trop peu. Au moins, elle est venue ici avec beaucoup de choses. Un seau d'eau froide a été impitoyablement versé sur la tête de notre héroïne. Et cela a été fait par une personne aux ongles manucurés. La fille regardait Laetitia depuis le balcon. Et avec un cri théâtral, elle commença à s'excuser, assurant qu'elle l'avait renversé sur elle involontairement. C'était la sœur d'Aster, Olivia Winchester. Elle a appelé Laetitia petite sœur. Et elle lui a demandé si elle allait bien. La belle-sœur a insisté sur le fait qu'elle n'avait aucune idée qu'il y avait quelqu'un en bas. Et elle faisait comme si elle ne savait pas quoi faire maintenant. J'ai supposé qu'elle avait probablement eu froid. La fille a ri. Elle a dit qu'elle avait pris soin des choses pour que sa sœur ne s'inquiète pas. Il y avait des larmes dans les yeux de Laetitia. J'ai réalisé que la robe avait été prise dans ses affaires. C'était un souvenir de ma défunte grand-mère. Mais la belle-sœur faisait semblant de ne pas comprendre ce qui se disait. Et elle supposa que Laetitia était hors d'elle-même, sous le choc. La fille sur le balcon a assuré que de tout son cœur elle aimerait le dépenser. Mais je n'ai pas pu parce que j'étais trop occupée ce jour-là. Olivia a déclaré qu'elle avait un besoin urgent de ranger la chambre principale pour le nouvel invité. Notre héroïne réalisa avec horreur que sa chambre serait donnée à cette autre femme qui serait bientôt là, prenant sa place à côté d'Aster. Laetitia se précipita en avant. Elle a demandé si cela finirait vraiment comme ça. Mais elle fut retenue par 2 serviteurs, assurant à madame qu'elle n'aurait pas pu se comporter ainsi. Notre héroïne ne pouvait pas comprendre comment ils pouvaient lui faire ça. Des larmes coulèrent de ses yeux comme une rivière. Elle se dit avec désespoir que cela ne pouvait pas être possible. La fille s'est agenouillée devant les portes d'entrée fermées. Elle se demandait si cette maison avait déjà été traitée comme une famille. C'était une belle journée chaude. Le soleil était chaud, illuminant la splendeur de la maison familiale de Violette. La belle-mère couvrit une partie de son visage avec horreur en apprenant la nouvelle que Laetitia avait divorcé d'Aster. Elle a été surprise que cela se produise le jour de leur anniversaire de mariage. La jeune fille se tenait debout, la tête baissée et le regard baissé vers le sol. Elle a demandé pardon d'une voix calme. La dame parlait avec hauteur à sa belle-fille. Que l'investissement non remboursé dans l'entreprise de son mari ne lui suffisait pas. Et Graham a eu recours à des mesures extrêmes. Et elle fut surprise que Laetitia l'accuse d'être devenue sa belle-mère. La fille écoutait tout humblement. Soudain, la dame a crié et a demandé à notre héroïne si elle avait décidé de divorcer elle-même de son mari. Elle croyait que si sa fille n'avait pas eu d'aventures amoureuses, Graham n'aurait eu aucune raison de se suicider. La fille serra les poings à cause d'un excès d'émotion. Mais la belle-mère continuait à tourmenter moralement Laetitia. Elle a dit qu'elle avait entendu parler du décès de sa sœur suite à une maladie. Elle pensait qu'elle aussi aurait dû mourir. La femme, les yeux brillants de colère, commença à chasser sa belle-fille négligente. Laetitia voulait répondre quelque chose, mais sa belle-mère l'interrompit. Je lui ai demandé si elle avait honte de venir ici. En frappant sa belle-fille dans la poitrine avec un éventail plié, Lady Violette a exigé que la fille sorte d'ici dans les 4 directions et ne revienne pas. Et maintenant, elle se tient sur une allée pavée du jardin.
Notre héroïne ne pouvait même pas imaginer que tout finirait comme ça. Il y avait des valises avec des choses. Des filles se tenaient juste là, un esclave avec elle sur le sol. Elle se demandait où elle allait aller maintenant. Laetitia pensait qu'elle avait vécu une vie tellement stupide jusqu'à ce qu'elle perde la seule personne qui l'avait toujours attendue. Seul son père l'aimait. Notre héroïne, dans son chagrin, pensait qu'il serait préférable qu'elle meure, et le père serait resté en vie. Debout au bord de la falaise, elle regardait l'eau bouillonnante en contrebas. J'ai pensé qu'il serait plus simple de simplement sauter dans la rivière, mais ensuite elle entendit des voix. Et puis, sortant de ses pensées, elle regarda autour d'elle avec agacement pour savoir qui était là. Il s'est avéré que c'était son ex-mari avec une nouvelle passion. La fille était petite et s'accrochait à son épaule. Aster lança un regard méprisant à son ancien compagnon, sans même rien dire. Il tenait la main de sa bien-aimée et lui demandait de faire attention et de ne pas glisser. La fille a remercié Artie, et elle a assuré qu'elle parlerait rapidement à la jeune fille et qu'elle reviendrait bientôt. C'était Lianka Snowweather, désormais au statut d'amante d'Aster. L'homme pressa sa bien-aimée contre sa poitrine avec émotion. Elle a répondu avec une affection mutuelle. Bientôt, la fille s'est approchée de notre héroïne et lui a demandé si Madame Laetitia allait bien. Lianka ôta son châle chaud et le jeta sur les épaules de la fille. Elle a dit qu'il y avait un vent froid qui soufflait aujourd'hui. Prenant la main de Laetitia, la jeune fille fut horrifiée de voir qu'il faisait si froid. Et elle a demandé quoi faire maintenant. La nouvelle passion d'Aster lui suggéra de faire une promenade le long du rivage, afin d'avoir une conversation franche en privé. Lianka a insisté sur le fait qu'elle avait quelque chose à dire à Madame Laetitia. Notre héroïne retira sa main. Elle a prononcé des mots courts et sans retenue, remplis de haine, envers la maîtresse de son ex-mari. La fille se tenait là, abasourdie. Elle regarda ses mains avec confusion. Elle a ensuite commencé à assurer à Madame Laetitia qu'elle serait intéressée par cette information. Elle le dit à l'oreille de son interlocuteur en se penchant légèrement. La conversation portait sur ce qui s'est passé avant la mort du père de notre héroïne. L'horreur apparut dans les yeux de Laetitia. Elle a demandé à nouveau. L'interlocuteur était heureux que maintenant les gens commencent à la regarder directement. Cela la rendit heureuse. Lianka a suggéré en riant que le défunt prêtre était cher à son interlocuteur. La fille a exhorté Laetitia à regarder son visage. Mais elle ne comprenait pas pourquoi son interlocuteur parlait de son père. Faisant la grimace la plus mignonne, la jeune fille effrontée supposa que c'était pour cela qu'Artie battait sa femme. La fille a demandé à se détendre et à la suivre. Elle lui a assuré que si elle attirait l'attention de Winchester, elle n'entendrait plus jamais rien de tel. Lianka a demandé de ne pas trop s'approcher d'elle. Elle a assuré qu'elle n'aimait pas l'odeur de l'écurie. Laetitia serra les poings de colère. Elle connaissait la jeune fille depuis qu'elle avait commencé à séduire des hommes mariés innocents. Et elle était aussi terrible qu'un serpent. En approchant d'une petite clairière qui bordait une falaise abrupte, Lianka suggéra de s'arrêter ici. Notre héroïne a silencieusement donné à cette femme effrontée et éhontée une gifle retentissante. Elle a dit que c'était pour avoir insulté son défunt père. La poule mouillée tenait sa joue brûlante. Laetitia a déclaré que les plaisanteries étaient terminées, et elle a suggéré de passer aux choses sérieuses. Lianka ne l'a pas montré, et en riant, elle a dit que son interlocuteur était tellement drôle. Puis elle est passée à un ton officiel. Et elle demanda si Madame Laetitia savait ce que l'homme qui avait pris des mesures extrêmes avait dû faire avant de mourir. La discussion portait sur la révision du testament. Avant de mourir, les gens voulaient solidifier leurs intentions profondes. Mais Laetitia était sûre que son père n'avait jamais changé son testament. Elle ne comprenait toujours pas de quoi il parlait. Lianka a déclaré que le père de la jeune fille avait essayé de modifier son dernier testament, afin de laisser toute la fortune de la famille Violette à sa fille. La question était de savoir ce qui se passerait si le défunt n'était pas en mesure de le faire avant sa mort. La fille rit joyeusement. J'ai demandé qui en profite le plus. Notre héroïne a eu une idée. Elle s'interrogeait sur Xenia. La femme était issue de la petite aristocratie qui avait de lointaines racines communes avec la famille de Violette. Elle était dans une situation désespérée. Son mari est mort de maladie. Elle n'avait nulle part où aller avec son petit garçon. Et à ce moment-là même, le père divorcé de notre héroïne la désirait. Et il a décidé de se marier une seconde fois. Maintenant, Laetitia comprenait. Si son père avait révisé le testament, comme le dit Lianka, la belle-mère n'aurait pas pu occuper le poste de maîtresse de maison comme elle le fait maintenant. L'interlocuteur a demandé si cela faisait maintenant réfléchir la jeune fille sur le fait que son père avait réellement eu recours à des mesures extrêmes. La question s'est également posée de savoir si l'ex-mari de Xenia était réellement mort de maladie. Elle a suggéré à la fille de tout vérifier elle-même. Après tout, la ville dans laquelle vivait la femme était petite.
Et il y avait sûrement quelques personnes là-bas qui la connaissaient. Laetitia ne comprenait pas pourquoi on lui disait ça maintenant. Et elle a interrogé son interlocuteur à ce sujet. La fille a admis qu'elle détestait tout simplement Xenia. Cette dame a essayé de séduire Aster pendant longtemps, ce qui est devenu ennuyeux. Lianka a insisté sur le fait que l'homme n'était pas Winchester, et n'a pas regardé cette dame, mais elle est quand même restée collée à lui. Et une fois, elle m'a saoulée, et a commencé à enlever ses vêtements. En s'approchant, la jeune fille assura qu'elle se préparait à raconter la deuxième raison. C'était des mots de regret. Lianka tenait la poignée d'un poignard dans ses mains, et il y avait des éclaboussures de sang frais sur sa joue. Ses yeux brillaient avidement. L'arme de la dame avec une lame courte était plantée jusqu'à la garde dans la poitrine de notre héroïne. Elle regarda le visage de son meurtrier avec horreur. Le criminel fit un nouvel effort. Mortellement blessée, Laetitia vola en arrière d'une haute falaise dans les eaux déchaînées. Le tueur sourit. Je pensais que ce serait stupide de mourir dans l'ignorance. Elle a envoyé ses salutations à son défunt père. Les pupilles se rétrécirent de peur. Il y avait une douleur aiguë. Sa stupidité m'a brisé le cœur. Pour eux tous, notre héroïne a sacrifié quelque chose. Par mon père, par ma famille, même par moi-même. Laetitia est tombée à l'eau, grièvement blessée. Ses vêtements furent rapidement mouillés et la tirèrent inexorablement vers le fond. Quelqu'un embrassait passionnément la fille. Des larmes coulaient de ses yeux de manière incontrôlable. D'une voix autoritaire, il lui ordonna d'arrêter de pleurer. La blonde conseilla à Laetitia de ne pas ouvrir la bouche si elle ne voulait pas croasser comme un corbeau pour l'éternité. La fille gémit doucement quelque chose. Le maître la félicita pour son obéissance. Et encore une fois, il mordit ses lèvres avec toute sa passion. Notre héroïne était allongée dans son lit. Quelqu'un l'a soigneusement recouverte d'une couverture chaude mais étonnamment légère. Elle essayait de comprendre où elle se trouvait maintenant. Laetitia a trouvé de la force en elle-même. Elle s'est assise sur son lit. Sa poitrine était étroitement bandée, l'empêchant de respirer pleinement. Mais la blessure ne provoquait aucune douleur. « Tu t'es réveillée » dit le blond avec un sourire. Il a regardé la fille sauvée. Il plissa les yeux. Il a dit que c'était tellement ennuyeux de tenir son corps tremblant chaque nuit. Notre héroïne a reconnu le sauveur comme étant son Altesse le prince Sionian, le miracle de l'Empire de Westeros. Le jeune homme confirma ce fait sans grande joie, presque avec indifférence. Regard vers le bas. Laetitia voulait comprendre pourquoi elle avait été sauvée. Mais Sionian a déclaré qu'il serait le premier à poser des questions ici. Le prince a demandé si la jeune fille était le seul enfant légitime du comte Violette et la belle-fille du marquis de Winchester. Laetitia détourna le regard. Son Altesse s'intéressait à la raison pour laquelle elle flottait sur la rivière avec un couteau dans la poitrine. Notre héroïne serra sa poitrine avec sa main. Le prince la souleva et la déposa avec précaution. Au moment du danger, il a réussi à arrêter le saignement. Mais la fille était encore faible. Le Sionien commença à embrasser la poitrine de celle qui avait été sauvée. Elle a crié et a demandé au prince d'arrêter. Un jeune homme regarda dans la pièce au son du cri. Il a grondé le maître, qu'il dérangeait la fille qui venait de se réveiller et qui n'était pas encore forte. C'était un homme blond aux larges épaules portant un pince-nez. Langaro Mahachan est l'aide de camp de son Altesse. Le prince a répondu sarcastiquement, laissant entendre que lui et la victime avaient été dérangés. Langro n'a pas fait attention. J'ai demandé pardon à la dame. La fille était gênée. L'adjudant lui a demandé si elle était surprise de se retrouver dans un endroit inconnu à son réveil. L'homme a dit qu'ils étaient désormais sur un navire de passagers de l'Empire de Westeros. Cette terre sacrée se trouvait à l'ouest de Northland, où selon la légende, les dieux ont vécu jusqu'à la fin. C'est peut-être pour cette raison que des enfants spéciaux naissaient de temps à autre dans la famille impériale. Ceux qui sont nés avec la puissance de Dieu ont été appelés Solams. Notre héroïne se demandait pourquoi il l'avait sauvée. L'homme a demandé à la victime de ne pas s'inquiéter. Il a assuré qu'il ne se dirigeait pas vers le continent occidental. Elle a demandé ce qui s'était passé. Il a dit que lui et M. Zion avaient visité Northland et qu'ils étaient en train de découvrir les sites locaux lorsqu'ils ont vu la dame. Elle flottait sur l'eau. Et une fois à bord du navire, elle a passé près d'une semaine au bord de la vie et de la mort. Laetitia accepta la position selon laquelle les sols pouvaient guérir les gens de cette manière. L'adjudant confirma cela en riant. Il a dit que cela nécessitait de passer du temps ensemble en étroite collaboration. Ces petites égratignures ont rapidement cicatrisé. Cependant, son cas c'était grave. Laetitia a demandé si sa famille avait été informée qu'elle était en vie. L'homme a répondu par l'affirmative. Qu'ils ont envoyé un messager. Mais les funérailles avaient déjà eu lieu. Ils ont dit qu'après les funérailles de son père, la jeune fille ne s'est jamais remise de sa dépression.
et en conséquence, elle s'est suicidée en sautant dans la rivière devant sa belle-mère. Notre héroïne répétait machinalement la fin de la phrase. Tandis qu'elle pensait à ce qui s'était passé, elle serra inconsciemment la couverture avec sa main. L'adjudant a déclaré que, d'après les paroles du monsieur, il avait vu un étrange couteau sortir de la poitrine de la dame. Le prince a demandé si sa belle-mère l'avait blessée. Langaro a nié que cela ait pu se produire. Après tout, elle était le dernier témoin. Sol était en colère parce qu'il interférait. La fille a dit que ce n'était pas Ksenia. Et elle a été blessée par la maîtresse de son mari, Lianka Snowweezer. L'adjudant a demandé si c'était une fille aux yeux roses rares et aux cheveux bleus. Il s'est avéré que le messager l'a vue. Le jeune homme a confié à M. Langaro qu'il avait été profondément attristé par les funérailles de Laetitia. La fille fut surprise par la question. Est-ce qu'elle allait retourner auprès de son mari? La victime a nié. Elle pensait que son mari était probablement également impliqué dans cette tentative d'assassinat. Et elle-même pensait qu'elle aurait dû mourir dans la rivière. Mais ensuite, je me suis demandé pourquoi je devais mourir. Après tout, ce sont ces colombes qui méritèrent de mourir. Et elle a décidé de leur faire payer pour le crime. Le prince remarqua que le regard de Laetitia avait changé. Maintenant, après ces paroles, j'avais envie de la demander en mariage. La fille a demandé à nouveau avec surprise. Sionian a promis d'enseigner à la fille la vengeance parfaite, tellement rusée que ceux qui veulent le détruire souhaitent la mort. Le prince assura que si Laetitia était obéissante, elle recevrait une vengeance idéale, de la richesse, des honneurs et même la vie qu'elle lui avait prise. Il a donné la garantie que tout cela reviendrait à la jeune fille. Mais elle comprenait qu'il devait y avoir un prix à payer pour tout cela. Bien sûr, tout était comme ça. Le prince a annoncé « La mort éternelle pour Laetitia Violette Winchester », le prix qu'il voulait. En regardant le bandage, notre héroïne réfléchissait. Elle a demandé s'il y avait quelque chose que Sol voulait qu'elle fasse. Tom aimait son intelligence. Et il a raconté qu'à Northland, il y avait un criminel qui avait tué sa chère personne. Pour le retrouver, il fallait quelqu'un connaissant bien la société locale pour obtenir les informations nécessaires. Sionian a déclaré qu'un tel rôle lui appartiendrait. Il a promis de lui donner un nouveau poste et une nouvelle vie. En utilisant son pouvoir, Sol allait changer le visage de la fille en celui de quelqu'un d'autre. Ainsi, ceux qui l'ont trahi ne pourront pas le découvrir. Laetitia a demandé s'il était possible de changer son apparence au point de la rendre méconnaissable. Il m'a rappelé qu'il était le tout-puissant Sol. La fille a essayé de comprendre pourquoi il avait fait ça pour elle. Après tout, elle était une parfaite inconnue pour son Altesse. Le prince a dit qu'il s'était déjà rencontré une fois à son mariage. Il était donc impossible de faire des déclarations aussi catégoriques. À ce moment-là, il ne pouvait échanger que quelques mots. Par conséquent, la jeune fille ne pensait pas qu'il était possible d'échanger des promesses aussi fortes. Mais Sionian se souvenait de lui avoir donné un conseil important. Fuyez Aster Winchester maintenant. Il lui a enlevé la bague du doigt avec ses dents. Les invités ont été surpris d'apprendre que c'était l'hiver à Winchester, mais l'atmosphère au mariage était différente. Ils ont plaisanté en disant qu'Aster pouvait faire fondre n'importe quelle glace. Dans la salle de banquet, les invités étaient encore plus surpris. Ce Sol de Westeros est venu en tant qu'invité, et il était ici accompagné du deuxième prince héritier de Northland, Calix. La rumeur disait que Sol était né dans une famille impériale pour la première fois depuis 300 ans. On disait qu'il avait le pouvoir de vaincre le diable et de guérir les gens. C'était une surprise de voir le prince ici. La mariée savait que cet homme au regard arrogant et un verre à la main était le Sionien Sol Mayer Summerhurst. Ksenia a dit aux jeunes mariés que c'est grâce à ses efforts que cet invité de marque à leur mariage a été invité. Parce que la reine Anne, la mère du deuxième prince héritier Calix, était son amie d'enfance. Nous avons donc eu l'honneur de recevoir un invité aussi cher. Lady Winchester ordonna aux domestiques de découvrir dès que possible si le cuisinier pouvait préparer des plats de style occidental. Sa fille l'a grondé pour ça. Les serviteurs commencèrent à s'affairer. Nous avons essayé d'anticiper ce qui devait encore être préparé. La question s'est posée de savoir ce que le prince souhaitait. Ksenia s'est couverte d'un éventail. Elle a dit tranquillement que ce père de la mariée dépassait toutes les limites. La femme pensait qu'il aurait pu accorder plus d'attention au mariage de sa fille unique. Aster a demandé à sa mère d'arrêter. Ksenia a cité le proverbe. Lorsqu'une femme entrait dans la maison, le fils devenait immédiatement un étranger. Je suis d'accord avec sa véracité. La fille a pris l'initiative d'inviter l'invité occidental de Westeros à prononcer un discours de félicitations. La mère était surprise. Après tout, si Sol lui-même fait un discours, les invités ne pourront rien dire d'autre. Et ils ne feront que chuchoter. Ksenia pensait que c'était une excellente idée.
Sa fille s'est dépêchée d'aller parler au noble invité. J'ai reçu du soutien et des conseils. Plus tard, la mère d'Aster a souligné comment sa sœur essayait d'exercer une influence à la place de sa belle-sœur. Je pensais que Laetitia avait besoin d'observer et d'apprendre. La jeune fille ravala silencieusement les insultes et les piques de sa belle-mère. Mais bientôt, Olivia s'approchait déjà de sa mère et de son frère à grands pas. Elle n'avait pas l'air du tout joyeuse. Xenia sourit en voyant sa fille, et elle a demandé si Sol avait donné son consentement pour prononcer un discours. La fille a nié. Il lui répondit qu'il n'écouterait que les principaux héros de l'occasion. La dame considérait les actions de l'invité comme arrogantes, et elle envoya Aster s'y rendre personnellement. Le jeune homme était indigné. On lui a demandé pourquoi il avait dû faire ça. Sa fiancée était désemparée, mais j'ai rassemblé mon courage. Elle a souri. Elle a suggéré à son nouveau mari d'y aller ensemble et de demander au prince de prononcer un discours de félicitations. Aster a demandé à quel point elle était sérieuse. L'épouse pensait que cela pourrait améliorer la réputation de la maison Winchester. C'est ce qu'ils ont décidé. Bientôt, le couple de jeunes mariés s'est rapproché des invités de sang impérial. Le plus jeune sourit et reconnut les héros du jour. S'inclinant en signe de respect, les jeunes gens saluèrent le grand Sol et son Altesse le Prince. Le sioniste a froidement demandé s'ils étaient revenus encore pour demander un discours de félicitations. Son frère l'arrêta net. Mais Zionian était surpris qu'il ait pu dire quelque chose de mal. Tous deux souriaient joyeusement. Aster a assuré qu'après avoir entendu les félicitations du grand Sol, tous les problèmes qui pesaient sur leur famille disparaîtraient dans le passé. Zionian a demandé si le marié était sérieux à ce sujet, et il a assuré qu'il ne se souvenait même pas de leur nom. Il semblait que l'invité se moquait de lui et voulait l'humilier. Et il a demandé avec sarcasme s'il était sûr que son discours porterait chance à la famille Winchester. L'invité a déclaré qu'il n'avait aucune chance en réserve pour sa famille. Et il ordonna de reculer. Le visage d'Aster changea et il devint pâle. Il répondit avec malice dans la voix qu'ils sont venus au mauvais endroit. Il a dit qu'il avait fait une erreur. Il se retourna brusquement et s'éloigna. Mais Laetitia a essayé d'arrêter son mari en l'appelant par son nom. Mais il a simplement répliqué avec colère. Laetitia resta seule. Au début, elle ne s'attendait pas à ce qu'Olivia n'avait pas réussi à faire fonctionnerait. Le prince se demandait si Aster avait quitté sa femme uniquement parce qu'il avait perdu son sang-froid. La jeune fille n'a pas suivi son nouveau mari. Elle fit la révérence aux nobles invités. Elle a dit, en s'excusant, que c'était déjà un grand honneur de les recevoir. Elle n'a pas levé les yeux. Elle a demandé pardon pour les avoir mis dans une position délicate en leur demandant de prononcer un discours de félicitations. Le deuxième prince estimait que Lady Violet n'avait aucune raison de s'excuser en un jour aussi important. La jeune fille a souhaité de tout cœur aux distingués invités de continuer à profiter de la soirée. Zionian l'arrêta. Il plissa les yeux sournoisement. Il a dit qu'il avait un souhait de félicitations pour la mariée. Sol a conseillé à la fille de fuir cet imbécile. Il m'a prévenu que je ne serais jamais heureuse avec lui. Laetitia s'inclina. Elle a dit doucement qu'elle partait, en disant au revoir. Elle s'est retournée et est partie. Le prince la regarda en arrière, pensant au sien. Je l'ai traitée d'idiote. Et maintenant? Zionian retirait la bague de son doigt avec ses dents. Il a dit que la jeune fille n'avait pas écouté ses conseils auparavant. En y réfléchissant, il supposa que c'était l'amour de Laetitia pour cet imbécile qui était en cause. Elle a jeté ses alliances par terre. J'ai été surpris par la récompense de mon amour. Sol a assuré que ses actions étaient aussi insensées que de verser de l'eau dans un pot sans fond. La blessure sur la poitrine de la fille a commencé à saigner. Notre héroïne a clarifié. Est-il vrai que le maître pourra accomplir sa vengeance? Il a confirmé. La fille a pris son courage à deux mains. Et elle déclara à son Altesse qu'elle acceptait sa proposition. Zionian a dit qu'il avait conclu un accord avec elle. Et il exigea d'embrasser sa botte. Une expression d'incompréhension apparut sur le visage de la belle. Langaro a expliqué que dans leur saint empire de Westeros, il y avait une coutume d'embrasser les pieds des membres de la famille impériale, en signe de serment de loyauté indéfectible. Et cela signifiait subordonner votre vie à celle d'une autre personne. Notre héroïne pensait avoir déjà entendu quelque chose de similaire auparavant. Le fondateur de la dynastie impériale de Westeros était un demi-dieu. Il a utilisé son pouvoir sacré pour extraire un serment spécial de ses sujets. Et depuis, c'est devenu une tradition. Zionian a dit qu'une fois que la fille serait sienne, elle ne pourrait plus être Laetitia Violette. Elle a dit que c'était une bonne nouvelle. Elle se disait qu'elle était stupide. C'est en vain que j'ai enduré tout ce harcèlement. Et puis elle a été tuée par la maîtresse de son mari. C'est en vain qu'elle a donné la propriété à son mari. Elle se considérait comme une fille ingrate qui avait détruit son propre père bien-aimé.
La jeune fille s'approcha de Saül. Elle s'est agenouillée devant lui. Ses lèvres touchèrent la botte. Elle l'a reconnu comme son maître. C'était une belle opportunité d'effacer tous les échecs de ma vie. Laetitia a rappelé la promesse de réaliser son rêve. Elle lui a demandé de le retenir. Elle le regarda avec confiance dans les yeux et sourit légèrement. Saul prononça les paroles traditionnelles de dévouement pour le servir pour le reste de ses jours et obéir à ses commandements. Il se pencha sur la fille. Il leva sa paume vers la tête de Laetitia. Un signe s'est allumé au dos de sa main. J'ai remarqué son excitation. La fille a confirmé. Elle ne se souciait pas du tout du fait qu'il puisse y avoir quelque chose qui n'allait pas avec son apparence. Elle craignait plutôt de ne pas pouvoir exécuter l'ordre de son Altesse. Saul toucha doucement ses lèvres. Il a ordonné de se débarrasser de ses pensées stupides. Il croyait que, contrairement au rat gourmand qui en avait trop, la fille était trop effrayée. Il lui a assuré que même si elle échouait, elle recevrait du soutien. Il m'a demandé de ne pas me sous-estimer. Après avoir accompli le sacrement, Saul était tout rayonnant et content de lui-même. Il a dit que Laetitia Violette était désormais partie pour toujours. Le prince a annoncé qu'à partir d'aujourd'hui, la jeune fille deviendrait comtesse Kant, Anna Rosa Victoire. Et désormais, il vivra selon de nouvelles règles. Sa Majesté a conduit la jeune fille au miroir. Même ses propres parents ne l'auraient pas reconnue sous cette forme. Les cheveux foncés ont considérablement changé son apparence. Notre héroïne pensait qu'Astère avait une couleur noire similaire. Les traits du visage sont devenus plus nets et les yeux plus expressifs et brillants. Elle ne pouvait même pas imaginer que le simple fait de toucher son visage puisse changer son apparence à ce point. Sionian lui-même était satisfait du travail effectué, et il demanda l'avis de l'adjudant. Langaro, souriant, assura que la dame commençait à ressembler à une beauté d'un tableau célèbre. Le maître a ordonné d'aller finir le travail. Le serviteur a demandé à la jeune fille de le suivre. Mais notre héroïne a regardé en arrière. Elle a appelé son Altesse. Inclinant la tête, elle exprima ses paroles de gratitude. Saul répondit qu'il n'y avait pas besoin de gratitude. Après tout, tous ceux dont il avait besoin, c'était de son utilité. Il m'a demandé d'essayer de ne pas le trahir. Langaro essuya la peau exposée de la fille avec une serviette humide. Il a déclaré qu'il ne savait apparemment pas qu'elle connaissait son Altesse Sionian. Elle a répondu qu'elle n'était pas particulièrement proche de lui. Le jeune homme lui a lissé les cheveux. Il croyait que maintenant que la fille était dans le même bateau que le monsieur, ils n'étaient plus des étrangers. L'adjudant a placé un collier sur son décolleté. J'ai suggéré de porter ce bijou aujourd'hui. Je lui ai demandé son avis. Le jeune homme était prêt à dire à Laetitia ce qu'elle devait faire. À partir de ce moment, la dame était une étoile montante de la haute société du comté de Kant. Vivra sous le nom de comtesse Kant, Anna Rosa Victoire. Par conséquent, pendant toute l'année prochaine, la jeune fille recevra une éducation appropriée dans le comté de Kant. Laetitia a précisé qu'elle se dirigera bientôt vers le comté de Kant. L'adjudant confirma ses soupçons. Là, elle devra apprendre de première main la culture, l'accent et les relations dans la société féminine. C'était un pays où n'importe quelle femme pouvait d'occuper la position de comtesse ou de duchesse si elle avait les capacités suffisantes pour le faire. Cela était tout à fait contraire à la coutume du Northland, où une femme ne pouvait pas transmettre librement des titres par héritage. Par conséquent, bien que notre héroïne soit la seule héritière légale de la famille, elle ne pouvait pas hériter du titre. Elle était heureuse de faire partie du comté, qu'elle a toujours envié. Elle a dit qu'elle n'y était jamais allée et n'a jamais quitté le Northland. Cela l'inquiétait. À Kant, on parlait la langue officielle du continent. J'ai demandé si Laetitia parlait la langue. La fille savait qu'il y avait là un accent particulier. Langaro lui a demandé de ne pas s'inquiéter, qu'une année soit une courte période de temps, mais tous les efforts seront faits pour apporter un soutien afin que personne n'ait l'ombre d'un doute. Ayant reçu la personnalité d'un ami, une personnalité changée et un soutien important, la jeune fille s'est donné sa parole de rembourser son Altesse pour tout ce qu'il avait donné. Puis elle a commencé à avoir des douleurs derrière le sternum. Elle gémit et s'assit. Langaro était immédiatement là. Il supposa que la blessure saignait à nouveau. Laetitia a affirmé qu'elle avait passé beaucoup de temps dans un bain chaud et que sa circulation sanguine s'était peut-être accélérée. Mais la débutante a conseillé d'aller voir son Altesse. La fille était têtue. Langaro a insisté sur le fait que Saul était peut-être né avec une tendance à causer des problèmes. Mais après avoir appris à le connaître, vous comprendrez à quel point il était une personne facile à vivre. L'interlocuteur a demandé des éclaircissements. L'adjudant expliqua qu'il n'était pas nécessaire d'essayer de plaire à son Altesse ou de lui faire plaisir. Laetitia se tenait devant la porte, quelque peu hésitante.
Elle se souvint de sa conversation précédente avec l'adjudant au sujet de son Altesse. La fille ne pouvait pas répondre elle-même à quel point c'était léger. Alors j'ai décidé de frapper à la porte. Sol l'a rencontré à la porte. C'était incroyable. Il a demandé ce qui s'était passé. Laetitia s'est plainte que sa blessure saignait à nouveau. Elle m'a assuré qu'elle ne voulait pas me déranger. Mais M. Langaro a insisté. Le prince les invita à entrer. Il la plaça bientôt sur son lit pour utiliser ses capacités. Après cela, la jeune fille resta immobile pendant un certain temps, en transe. Lorsque Laetitia reprit ses esprits, elle se demanda pourquoi la blessure mettait autant de temps à guérir. Sol a supposé qu'il y avait autre chose sur le couteau. Il pouvait le dire avec certitude. Ce n'était pas dû à un manque de capacité. La fille s'est assise. J'ai remercié son Altesse. Elle m'a assuré qu'elle se sentait mieux. Sionian a répondu que c'était le devoir du propriétaire de prendre soin de son cheval. Il lui caressa doucement les cheveux. Pour notre héroïne, son toucher était comme caresser la tête d'un chien. La jeune fille se souvenait des caresses et des attouchements de son mari. Elle pensa au temps qui s'était écoulé depuis que quelqu'un l'avait caressée comme ça. Sol a vu l'état de Laetitia. Il supposait qu'elle avait encore des regrets de sa vie passée. Elle a répondu qu'elle n'était pas partie parce qu'elle le voulait. Ce sont ces gens avides qui ont volé et piétiné tout ce qui lui était cher. Le prince lui a demandé comment elle s'était retrouvée impliquée. Après tout, elle n'avait pas l'air d'une personne qui tolérerait les insultes. Laetitia a supposé que c'était parce que cela lui semblait facile, à tel point que je pensais qu'elle pouvait s'en occuper. Sol toucha sa main avec son doigt. J'ai posé une question. Pourquoi les femmes du Northland étaient-elles si attachées à leur mari? Le prince a entendu quelque part qu'il existait une coutume dans l'Antiquité. Selon cette coutume, si le mari mourait en premier, la femme était enterrée vivante avec lui. Laetitia a assuré que les choses n'allaient pas si mal maintenant. Mais son pays d'origine était encore assez conservateur. Sionian demanda si c'était à ce point que son mari pouvait honorablement être adultère. La jeune fille répondit que même si les enfants illégitimes n'étaient pas tenus en haute estime, ils n'étaient pas considérés comme si honteux. Tant qu'elle ne remettait pas en cause la position du conjoint ou la ligne de succession, elle était acceptée. Le prince a demandé ce qui pourrait arriver si sa femme se révélait infidèle. Laetitia a révélé que dans le Northland, si une femme mariée commettait adultère, elle fut immédiatement envoyée chez ses parents. Elle a dû verser une indemnisation à son mari et à sa famille. Et ses enfants nés de son amant furent privés du droit à l'héritage. Le prince a souligné que les normes élevées ne s'appliquaient qu'aux femmes. La fille ne comprenait pas où il voulait en venir. Sol a dit qu'il voulait le faire avec elle. Il tint Laetitia par le dos et la déposa sur le lit. La fille était confuse et même un peu effrayée. J'ai pensé qu'elle avait peut-être mal entendu. Mayer caressa son visage, puis ses seins. Il a dit que la jeune fille avait été chassée avant de commettre l'adultère. Je l'ai regardée dans les yeux. Cela semblait aller droit à l'âme. Il a déclaré que Laetitia n'aurait pas à payer d'indemnisation, puisqu'elle était déjà considérée comme morte. Il lui a rappelé qu'elle n'avait pas d'enfant qui pourrait être déshéritée. Les mains de la fille tremblaient. Sol l'embrassa dans le cou et les épaules. Il a insisté sur le fait qu'elle aurait dû commencer une liaison avec quelqu'un de pire que son ex-mari. Il a déclaré qu'il s'agissait d'une régression et non d'un progrès. Le prince croyait qu'en ce sens, il n'avait pas de rivaux. Et je lui ai demandé son avis sur cette question. Le visage de la jeune fille était couvert de larmes qu'elle ne pouvait retenir. J'ai pensé avec horreur que c'était de cela dont il parlait, de son utilité. Laetitia était déjà habituée à être traitée comme un instrument, qu'elle était une vache à lait et une marionnette entre les mains des Winchester. Et pour le mari d'Aster, elle était une épouse vide. Mais maintenant, la fille est née de nouveau. La jeune fille s'est promis de ne pas répéter les erreurs du passé, mais ses mains étaient déjà entrelacées avec les doigts de Sol. Il était si attirant. La robe exposait le corps de la fille de dos. Il y avait des morsures et des marques de passion. Sur l'épaule. Bisous. Laetitia pensait que la seule chance lui réservait le même sort. Elle a dit, en s'excusant, qu'il serait préférable pour elle de retourner dans sa chambre. Se retournant, Laetitia se dépêcha de quitter Sol. Dans le couloir, elle croisa Langaro. Il remarqua que des larmes coulaient sur les joues de la fille. L'adjudant marcha résolument vers Sionian. Il a demandé s'il était nécessaire de se moquer de la fille comme ça. Il a dit que la pauvre créature était innocente. Il m'a demandé d'être plus doux avec elle. Le prince a dit qu'elle s'était enfuie sans l'écouter. L'assistant était indigné. Après tout, qui a proposé de faire semblant d'être amant? On comprend bien pourquoi il y a eu un malentendu à ce moment-là. Le prince a dit que c'était trop bruyant. Il a ordonné une fois de venir trier les vêtements. Langaro a rappelé qu'il était le premier ministre de Westeros. Sionian lui rappela qui il était.
Il m'a dit de me taire tout de suite. Le jeune homme a dit que le monsieur n'était pas seulement un prince, mais... Sol. L'adjudant habillait le monsieur avec un sourire et boutonnait ses vêtements. Il a dit que s'il était vraiment inquiet, il aurait dû y aller lui-même, à la fille et résoudre le malentendu qui a surgi. Il croyait que de cette façon, le plan du maître ne serait pas perturbé. Notre héroïne dormait profondément dans son lit, bien enveloppée dans une couverture. J'étais agitée. Elle avait un rêve. Dans le rêve, la fille s'enfuyait. Une voix l'appela. L'entité poursuivante a insisté sur le fait qu'il ne servait à rien de courir si elle voulait se sentir à l'aise. La créature tenait dans ses mains un poignard ensanglanté. Le visage sans visage souriait étrangement. À un moment donné, il a attrapé la fille par la jambe. La victime de la poursuite est tombée. L'entité a demandé à Laetitia si c'était tout ce qu'elle pouvait faire. Et comment une telle tumeur a-t-elle pu entrer dans leur maison? Des larmes coulaient des yeux de la fille. De nouvelles entités sont apparues. Ils commencèrent à lui tendre les mains. Elle a dit qu'il serait mieux pour la fille et pour tout le monde qu'elle meure. Ce serait mieux pour tout le monde. Laetitia tendit sa main vers le vide. Elle a appelé à l'aide. Elle était entourée de membres d'entités viles, mais quelqu'un l'a attrapée par le poignet. La fille nue leva les yeux. Astère se tenait imposante devant elle. L'appel à l'aide restait en suspens. Des yeux pleins de supplication étaient dirigés vers l'homme. Mais en vain, il la laissa partir au mauvais moment. Le corps de la fille est devenu mou sur la pointe du poignard de cette entité. Astère se pencha sur la fille. Je l'ai appelée par son nom complet. Il lui a assuré que personne ne l'aiderait. Notre héroïne s'est réveillée horrifiée. Elle serra sa poitrine de douleur. Elle a crié. Sur la table, il y avait un plateau avec un verre et des récipients contenant toutes sortes de boissons alcoolisées. Laetitia se précipita vers lui. Elle prit une des bouteilles de vin d'une main confiante. Elle en versa le contenu dans sa bouche. Il semblait qu'elle ne pouvait pas supporter cela dans son bon esprit. Puis elle entendit des pas derrière elle, puis une voix. Le prince lui demanda d'un ton de reproche ce qu'elle faisait. La fille s'étouffa de surprise. Elle toussa convulsivement. Sol avait froid. Il a dit qu'il n'était pas convenable que quelqu'un dont la blessure n'était pas encore guérie boive. J'ai emporté une bouteille de vin. Laetitia s'est justifiée en disant qu'elle ressentait une forte douleur à la poitrine. C'est à cause de ça que je n'ai pas pu dormir. Le prince dit que dans ce cas, il fallait venir le voir. Il m'a demandé de réfléchir à la raison pour laquelle il n'y avait pas d'analgésique sur ce navire. Sol s'approcha rapidement de la fille. Bientôt, en déboutonnant sa robe sur sa poitrine, il vit des bandages ensanglantés. Il lui a reproché que cela arrive quand on boit de l'alcool. Il porta sa main à la blessure. Un signe de cesse-capacité est immédiatement apparu. Une lueur apparut entre le prince et Laetitia. Un acte magique se déroulait. Peu de temps après, notre héroïne boutonna sa robe. Elle a exprimé sa confiance que le monsieur était en colère à cause d'elle. Laetitia se tenait devant Sol, la tête baissée. Sa robe était trempée de sang au niveau de la poitrine. Le prince a dit qu'il était très bouleversé. Il a insisté pour que la fille s'assoie à côté de lui. Ils avaient encore une histoire inachevée. Notre héroïne s'est approchée sur des jambes en bois. Elle semblait faire un effort pour bouger. Le prince lui suggéra avec reproche qu'elle était tellement ivre qu'elle ne pouvait plus bouger. La jeune fille demanda timidement pardon. Sionian a dit que c'était pour cela qu'il ne pouvait pas faire une bonne blague. Son interlocuteur était complètement sans voix. Elle a demandé à nouveau. La raison pour laquelle le prince a suggéré d'avoir une liaison avec elle était que c'était l'un des moyens d'accomplir sa vengeance. Après tout, même après une année de préparation à Kant à son retour, le Northland resterait un pays où il serait difficile pour une femme d'opérer seule. Et le moment pourrait venir où il serait nécessaire d'utiliser l'autorité du prince. Il lui a assuré que s'il avait simplement prévu de l'utiliser comme un moyen de réaliser ses propres désirs, il n'aurait pas proposé cet accord en premier lieu. Il y eut un silence entre les interlocuteurs. Laetitia se sentait mal à l'aise. Elle avait tort de penser qu'un tel homme pouvait la désirer. Elle répondit au prince que sans l'écouter complètement, elle avait mal interprété ses intentions. De plus, elle a fait preuve d'une émotion excessive. Et pour cela, la fille voulait s'excuser. Le prince s'arrêta silencieusement. Il a déclaré qu'il avait déjà présenté sa part d'excuses, mais il n'a pas reçu d'excuses pour ses paroles. La fille tremblait de partout. Elle a demandé ce qu'elle pouvait faire pour que le maître lui pardonne. Sionian montra son visage. Il a dit qu'il aurait dû embrasser les lèvres qui lui exprimaient ses souhaits lors du mariage. Le prince a dit que ce n'est qu'alors qu'il accepterait ses excuses. Laetitia rougit et fut gênée. Sol se rappela qu'elle lui avait assuré de son intention de tout faire pour se venger. Je lui ai demandé si ses paroles étaient vides. La fille a répondu négativement. Elle a décidé que c'était un test pour voir si elle pouvait faire face au rôle de maîtresse de son Altesse.
Notre héroïne s'est assurée que ce ne serait pas réel. Elle toucha timidement son épaule. Elle lui a demandé de fermer les yeux. Sol tenait la fille par les hanches. Il a dit qu'elle se comportait comme une vierge. Elle a fermé les yeux. Elle a demandé pardon. Elle toucha timidement son cou avec ses lèvres. Je suis montée un peu plus haut. Et puis encore, elle rapprocha son visage du sien. Les lèvres se touchèrent presque. Mais Laetitia s'éloigna. Sol, tenant la fille par la taille, la pencha légèrement et se pencha sur elle. Il lui a demandé si elle l'avait fait exprès. Laetitia a demandé pardon. Elle s'est justifiée en disant qu'elle n'avait pas fait quelque chose de pareil depuis longtemps. Elle a demandé qu'on lui donne une chance de réessayer. Sionian a déclaré qu'il prendrait en considération les excuses reçues. Il lui a dit de retourner dans la chambre. Notre héroïne a décidé que Sol la testait vraiment. Elle baissa les yeux et devint triste. Elle s'inclina. J'ai souhaité bonne nuit à son Altesse. Sans attendre de réponse, elle se retourna et le laissa seul. Sionian déboutonna sa chemise. Il sentit soudain une chaleur monter. Je ne comprenais pas pourquoi tout brûlait à l'intérieur. L'adjudant demanda pardon pour cette intrusion inattendue. Il a rapporté qu'il avait reçu des nouvelles du palais. Mais en remarquant l'apparence, le visage de Sol changea. Il a déclaré qu'il déposerait ultérieurement une requête en indemnisation pour le préjudice moral qui lui a été causé dans le cadre de son travail. Elle a demandé à approuver cela. Le prince, serrant les dents avec colère, ordonna à Langaro de sortir. Il a commencé à redresser ses vêtements. Une voix forte se fit entendre à l'extérieur de la fenêtre. Il a demandé ce qu'il ferait s'il prenait en charge la gestion de tout sous cette forme. Laetitia se reposait au lit. Ses cheveux gisaient éparpillés sur l'oreiller. Elle a commencé à écouter les voix plus attentivement. Bientôt la fille se leva. Et j'ai décidé d'aller voir ce qui se passait. Et pourquoi y avait-il autant de bruit dehors? Elle ouvrit la porte et regarda attentivement dehors. Le premier qu'elle vit fut Langaro. Son interlocuteur était inconnu de la jeune fille. Le jeune homme se retourna en entendant des bruits de pas. L'adjudant a demandé à la dame si elle avait bien dormi la nuit précédente. Elle l'a sincèrement remercié pour ses efforts. Elle a demandé ce qui était arrivé au navire. Le grisonnant s'éclaircit la gorge. Il était triste que la dame ait été dérangée. Il m'a assuré qu'il n'y avait pas besoin de s'inquiéter pour des bagatelles, il me fallait juste attendre un peu. Langaro a signalé que le moteur était en panne. Mais il n'y avait pas lieu de s'inquiéter à ce sujet. Laetitia a demandé combien de temps la réparation prendrait. Le jeune homme pensait que cela prendrait plus de 2 heures. En regardant la dame, il comprit soudain. Je pensais qu'être dans la cabine pouvait être douloureux. La fille a nié. Langaro a dit que le temps était bon. Et il a suggéré d'aller faire une promenade. Après tout, après avoir été envoyée, elle ne pourra pas retourner à Northland avant 1 an. J'ai supposé que Laetitia voulait dire au revoir. Elle pensait qu'il n'y avait personne avec qui se séparer. De plus, ils ont reçu l'ordre de laisser le passé derrière eux et de renaître. L'adjudant comprenait son incertitude à sa manière. Il m'a demandé de le suivre. Il a suggéré de regarder les robes qui étaient à bord du navire. Le jeune homme était sûr que ces tenues iraient bien à une femme. Il m'a demandé d'attendre pendant qu'il apportait les robes. Notre héroïne se tenait devant le miroir. Elle ne pouvait tout simplement pas croire que c'était son visage. Elle toucha sa joue pour s'assurer que c'était réel, même si son apparence précédente ne pouvait pas être qualifiée de disgracieuse. Maintenant, elle était tout simplement magnifique. Mais elle était toujours tourmentée par les peurs et les doutes. La couleur de ses yeux pourrait la trahir. Langaro, qui entra à ce moment-là, demanda à quoi pensait la jeune fille. Il portait des vêtements, et aussi la servante qui le suivait. Notre héroïne admirait Sion, qu'il était tout simplement incroyable. Le jeune homme a confirmé. Il était fier que le visage de son maître soit le plus grand cadeau de l'Empire. Laetitia était intéressée. Le prince n'a-t-il pas également changé d'apparence avec l'aide du pouvoir sacré? Cela fit rire l'adjudant. Il se demandait comment une telle chose avait pu arriver à la dame. Il m'a assuré qu'il n'avait pas ri aussi fort depuis longtemps. Le jeune homme a déclaré que, malheureusement, M. Zion avait un tel visage depuis sa naissance. Après s'être bien amusé, l'adjudant suggéra de changer la tenue de la dame. La femme de chambre a aidé la fille à changer de vêtements. Maintenant, notre héroïne était méconnaissable. De plus, son visage était couvert par un chapeau de dame à large bord. C'était un peu inhabituel. Langaro était ravi de voir à quel point la dame était belle. La jeune fille remercia modestement le monsieur pour le compliment. L'adjudant demanda à quel point Laetitia connaissait la géographie du port. Elle a assuré qu'elle connaissait très bien tous les tenants et aboutissants. Après tout, elle était originaire d'ici. Le port riverain de Northland se trouvait à quelques pas de son domicile. C'est pourquoi notre héroïne, dès son plus jeune âge, venait souvent ici avec son père pour des questions d'affaires.
Le jeune homme a averti que les accidents sont devenus plus fréquents ici à cause des groupes de bandits. Et pour cette occasion, il a fourni à Laetitia une escorte. Il a présenté une jeune femme en uniforme. C'était Alexa Wolf, également mieux connue dans les cercles plus larges comme l'épée la plus rapide de Westeros. Notre héroïne était surprise. Après tout, au début, elle pensait qu'il y avait un gars devant elle. Après l'avoir regardée de plus près, j'ai décidé qu'elle était gentille. Et tendant la main, elle se présenta comme étant Laetitia Violette Winchester. Avec un large sourire amical, elle m'a assuré qu'elle était heureuse de le rencontrer. Mais Langaro l'interrompit. Il regarda sévèrement sous son front. La fille s'affaissa. Elle a dit que son nom était Anna Rosa Victoire. Alexa prit la main tendue de la dame et la porta à ses lèvres. Embrassée en guise de salutation, elle s'est présentée avec son nom complet. Elle assura qu'elle était heureuse de rencontrer la comtesse Victoire. Elle a exprimé l'espoir d'une coopération. Bientôt, les filles furent laissées seules. Debout sur le quai, notre héroïne regardait le navire de côté avec un certain plaisir. Elle a exprimé cette pensée à voix haute. Que le bateau sur lequel ils sont arrivés était tout simplement merveilleux. Alexa a annoncé le nom de leur navire. Platinum Céleste était la fierté de Westeros. La comtesse aimait le nom glorieux du navire. Puis elle entendit des voix. Une dame a dit que la taille fait l'imbécile. Son interlocuteur a déclaré qu'elle préférait les gondoles. La fille a reconnu cette voix. Instinctivement, elle se retourna, même si elle était parfaitement sûre à qui il appartenait. La dame a demandé lequel était White Perry. La jeune dame à côté d'elle a indiqué à son compagnon la direction du navire désiré. C'était Olivia et Clarissa. Notre héroïne était confuse et effrayée. Alexa a remarqué la confusion de la dame. Les dames ont continué leur conversation. La plus âgée a dit que selon elle, tous les bateaux étaient identiques. Mais comparés aux autres, le leur était raffiné et impeccable. Notre héroïne était surprise. Le navire d'Aster était ancré à proximité et les dames ne pouvaient même pas le trouver. Je pensais qu'ils étaient idiots, Olivia l'a dit à sa mère. Si leurs affaires marchent bien, cela vaudrait la peine pour eux de changer de bateau. L'ancien était trop petit. Après tout, il leur fallait posséder un navire digne de porter le nom du marquis de Winchester. Clarissa était d'accord. La dame a déclaré que son fils était censé recevoir l'argent de l'assurance en cas de décès de sa femme. Olivia a déclaré que sa belle-fille lui est restée utile tant pendant sa vie qu'après sa mort. Clarissa soupira lourdement. Elle pensait que c'était parce qu'Aster était trop bon. Même après la mort de cet idiot, son fils a refusé de recevoir l'argent de l'assurance parce qu'il se sentait responsable de sa mort. Olivia savait que Xenia avait essayé, qu'elle ne sait pas gérer son argent. Maman a demandé à Oli si elle avait parlé à Lyanka. Il s'est avéré que la conversation a eu lieu et a été très utile. Tout le monde savait que Lyanka avait survécu seule au terrible incendie. Et il s'est avéré qu'elle était la seule héritière de la famille Snowwither. Et c'est pourquoi on était sûr que la jeune fille aurait une dot importante au mariage. Clarissa a insisté sur le fait qu'elle avait hâte. Et elle espérait que cette fille ferait preuve de plus de diligence que Laetitia. Notre héroïne pouvait à peine se contenir. Après tout, peu de temps s'est écoulé depuis sa mort. Et ils avaient déjà de telles conversations ouvertement. Ici, Olivia remarqua le regard intense de l'étranger. Notre héroïne s'en est rendue compte trop tard, mais il était déjà trop tard. Lady Winchester fit quelques pas en avant. Et après avoir évalué son apparence et sa tenue, elle a supposé qu'elle venait de l'étranger. Avec une légère révérence, Olivia demanda de quel continent venait la jeune fille. Elle a dit avec un sourire que c'était très agréable de revoir des invités étrangers ici après un long moment. Notre héroïne était interloquée. Lady Winchester était perplexe. Et elle supposait que mademoiselle ne parlait pas la langue du Northland. J'étais sûre qu'elle connaissait probablement la langue officielle du continent. Laetitia savait qu'elle devait dire quelque chose. Mais sa voix cessa de lui obéir. Alexa a appelé la dame. Bien sûr, je pensais que les promenades étaient utiles, mais il était temps d'y revenir, afin de sortir la dame d'une situation malheureuse. L'épéiste lui prit la main et dit qu'elle l'emmènerait au lieu de rendez-vous. Plus tard, Alexa a emmené Lady Victoire dans un café. Elle a dit qu'elle s'était trop approchée de ces dames. Elle supposait qu'il s'agissait de ses connaissances. Laetitia a confirmé, après avoir précisé qu'il s'agissait de sa belle-mère et de sa belle-sœur. L'épéiste se corrigea en insistant sur le mot « ancien ». Notre héroïne a remercié Alexa. Elle a assuré qu'elle avait tout fait pour le seigneur Sion. Ici, la serveuse a apporté à la dame des boissons et un sandwich. Elle commença à mettre la table pour les clients de l'établissement. Le préposé a offert à la dame au moins un petit quelque chose à manger. Elle a insisté sur le fait que le contrôle du poids était également d'une grande importance pour sa nouvelle image. Elle a déclaré que dans certains CA,
On en arrivait au point où les gens ne pouvaient tout simplement plus être reconnus à cause de cela. La comtesse Vicroire répondit avec un sourire amical qu'elle essaierait de se souvenir. La porte s'est ouverte. L'ex-mari de notre héroïne est entré. Il a dit qu'il la cherchait. Laetitia était prise de panique. L'épéiste qui l'accompagnait lui a demandé ce qui lui était arrivé. La dame, tremblante, a dit que la personne qui était entrée était son ex-mari. Alexa a commencé à se calmer. Elle lui a assuré que ce monsieur ne la reconnaîtrait jamais. Mais plus madame s'inquiétait, plus elle devenait méfiante. Pendant que les filles discutaient tranquillement, une amie s'était déjà approchée d'Aster, et ils commencèrent à discuter de quelque chose avec animation. L'homme aux cheveux roux a demandé à son ami si la cuisine locale lui manquait. C'était le vicomte Vandel Bryson. Notre héroïne s'est soudainement souvenue de lui. Le meilleur ami d'Aster est venu à leur mariage. Il était alors joyeux et bavard. Mais comme toujours, Laetitia prit une profonde inspiration, soupirant de soulagement en réalisant qu'elle n'était pas reconnue. Les jeunes hommes ont continué à discuter joyeusement de la cuisine locale et du menu qu'ils avaient recommandé. Alexa se demandait si la dame s'était calmée maintenant. Elle a répondu qu'elle commençait à se sentir un peu mieux. L'épéiste suggéra qu'ils se lèvent lentement et partent d'ici. La comtesse hocha la tête en silence en réponse. La conversation entre les camarades est devenue plus émotionnelle, surtout lorsqu'il s'agissait de la défunte épouse d'Aster. Winchester a insisté sur le fait que la femme n'avait nulle part où aller après le divorce. Et comme elle était stérile, les chances de remariage étaient très faibles. Bryson a demandé comment un ami pouvait décider de divorcer de sa femme sachant la situation désespérée dans laquelle elle se trouverait. Il a rétorqué qu'il n'était pas un philanthrope. Aster a dit que sa femme ne pensait également qu'à elle-même, qu'elle comprenait la gravité de sa relation avec Lianka, mais qu'elle ne reculait pas devant la sienne, que la femme s'humiliait désespérément, espérant autre chose. Et puis elle a sauté dans la rivière pour le faire se sentir coupable. Winchester a déclaré qu'il ne voulait même pas prendre l'argent de l'assurance, craignant que cela ne lui porte malheur. Je ne voulais pas d'argent pour mon avenir avec Lianka. La comtesse avait l'air malade. L'épéiste s'inquiétait pour la dame. Notre héroïne était surprise. Elle ne savait pas que son ex-mari refusait l'argent par culpabilité. Mais au fond, Aster l'a trahi jusqu'au bout. Les larmes ont commencé à couler. Aster a dit à son ami que si la vie pouvait facilement se terminer par un simple divorce, ce serait la fin. J'ai donc considéré que c'était une perte de temps de prier pour son âme. La comtesse Vicroire suggéra à l'épéiste de partir d'ici le plus tôt possible. Wendell remarqua la dame et lui demanda si elle allait bien. Alexa a répondu que ce n'était rien, et elle conseilla aux messieurs de poursuivre leur conversation. Bryson a déclaré qu'il n'était pas habituel à Northland de passer à côté d'une femme en pleurs. Il m'a demandé de lui faire savoir s'il pouvait aider de quelque façon que ce soit. L'épéiste lui rappela avec irritation qu'elle avait déjà répondu à sa question. Elle m'a assuré une fois de plus que tout allait bien. À ce moment-là, un homme blond, grand et large d'épaules, entra dans l'établissement. Il a demandé à s'excuser pour son retard. Il se plaignait que s'il la laissait seule pendant un court instant, elle se mettrait à pleurer. Il toucha doucement le visage de son pupille. Sol sourit largement en regardant la fille. Il a demandé quoi faire d'elle. La comtesse regarda le prince Sionian avec des yeux suppliants. Ici, Aleka s'est jetée sur l'homme. Je me suis demandé pourquoi il était si en retard et a fait pleurer madame. Sa Majesté pressa la jeune fille contre lui. Il promit qu'à partir de maintenant, il ne la ferait plus attendre. Passant son bras autour des épaules de la comtesse, Sionian promit d'acheter à la jeune fille tout ce qu'elle voulait. Il a suggéré de partir d'ici. Bientôt, les trois marchaient le long de l'allée du jardin. Alexa fermait la marche. Le prince a demandé à sa pupille si elle aimait toujours son ex-mari. Des larmes coulèrent sur son visage. Mais la fille a nié. Elle lui a assuré qu'elle n'aimait plus Aster. Le prince considérait ces paroles comme un mensonge. Mais la jeune fille insista sur le contraire. Cela n'a laissé qu'un arrière-goût désagréable. Laetitia a demandé si les branches coupées et pourries depuis longtemps laissaient échapper de la sève. Elle se souvient de l'époque où elle passait du temps avec Aster dans le jardin quand elle était enfant. Ensuite, ils ont ramassé des fleurs et tissé des couronnes. Et maintenant, des larmes de regret et de ressentiment coulaient de ses yeux. Elle-même n'arrivait pas à croire qu'elle pleurait à cause de son ex-mari. La fille se sentit honteuse devant Sol. Elle supposait qu'en la voyant comme ça, il la considérait comme pathétique. Cela a rendu les choses encore pires. Sionian arrêta la fille. Il la prit par l'épaule. Il commença à essuyer les larmes de son visage. « J'ai été surpris qu'elle soit si sensible et si vulnérable. » Le prince a été surpris que Laetitia ne cache même pas le fait. Il a dit que s'il était à sa place, il aurait mieux fait de se mordre la langue que de se laisser voir sous cette forme.
Se détournant, il dit qu'elle avait besoin de plus d'éclaircissements. Le monsieur marcha dans la direction de la voiture. Notre héroïne trottait après lui. J'ai été un peu déroutée par son commentaire. Nous sommes entrés dans la cabine. Sol a dit à sa pupille qu'il allait lui montrer quelque chose. Il leur ordonna de le suivre en silence. Laetitia ne savait pas à quoi s'attendre. Mais il y avait de mauvais sentiments et de la peur. J'avais à nouveau mal derrière le sternum. Après un long trajet, alors qu'il faisait déjà nuit, leur voiture s'arrêta à l'entrée du cimetière. La fille regarda par la fenêtre et fut stupéfaite. Le monsieur lui a demandé si elle savait où elle était maintenant. C'était le cimetière de la famille Winchester. Langaro a aidé la dame à sortir de la voiture. Laetitia a demandé pourquoi ils étaient venus ici. Sol marchait silencieusement à grandes enjambées. S'approchant d'une des pierres tombales, il leur ordonna de lire à qui elle appartenait. La fille était trop timide pour s'approcher. Le prince la pressa. « Laetitia Violette Winchester », dit la jeune fille d'une voix tremblante et calme, en lisant l'inscription sur la pierre tombale. Le prince a demandé à Langaro quelle était la coutume funéraire à Northland. Il a dit que ses objets préférés avaient été enterrés avec le défunt. Il peut s'agir de fleurs préférées, de robes, de photos de famille, d'objets associés au défunt. Il peut y avoir des poupées. La fille a ramassé quelques marguerites. Le prince l'appela. Je lui ai demandé si elle était intéressée par ce qu'il y avait à l'intérieur de sa bosse. Laetitia regarda les marguerites fanées et écrasées. Elle répondit à son Altesse qu'elle ne voulait absolument rien savoir à ce sujet. Sol lui rappela froidement que son protégé avait besoin d'être éclairé sur son opinion. Bientôt, la pelle s'enfonça dans le sol du cimetière. 2 garçons creusèrent la tombe de Laetitia Violette Winchester. Bientôt, le couvercle du cercueil apparut. Le matériau lui-même, à première vue, semblait assez bon marché. Le prince ordonna brièvement d'ouvrir. La fille ferma les yeux avec force, effrayée. La pelle a été enfoncée dans le couvercle avec l'intention d'ouvrir la boîte. Tous les présents ont eu le souffle coupé en voyant son contenu. C'était trop. Notre héroïne elle-même ne s'attendait pas à cela. Le cercueil entier était rempli de détritus. Juste des déchets. Langaro pensait que c'était vraiment cruel. L'adjudant se tenait à proximité et était indigné. Il a demandé comment il était possible de remplir un cercueil aussi plein de déchets. Le prince passa son bras autour des épaules de son pupille. Il a dit qu'à Northland, des objets symbolisant le défunt au cours de sa vie étaient enterrés à l'intérieur du cercueil du défunt. Laetitia a demandé à le regarder attentivement. Après une courte pause, il a demandé si la fille était toujours triste de ces moments-là. Ici, notre héroïne n'en pouvait plus et tomba inconsciente. Sol était à proximité et a réussi à l'attraper. Il a qualifié la fille de trop faible. Langaro regarda le monsieur avec désapprobation. J'ai supposé que la dame était en état de choc. L'adjudant a demandé si ce n'était pas ce que Sionian allait montrer. Le prince confirma brièvement. Il a dit que la fille était tellement stupide que si elle n'était pas correctement avertie, elle risquait de ne pas comprendre. De plus, la vengeance ne sera pas facile. Langaro se gratta la tête. Il a déclaré que les méthodes de son Altesse étaient toujours efficaces. Il ne choisissait pas toujours le bon moment. L'assistant pensait que lorsque la dame se réveillerait, Sionian devrait s'excuser auprès d'elle. Il était sûr que la fille vivait un autre cauchemar. Notre héroïne s'est réveillée dans son lit. Ouvrant les yeux, elle vit un luxueux lustre en cristal au plafond. S'asseyant, elle regarda autour d'elle. Je me suis rendu compte que j'étais dans la chambre de son Altesse. Pendant ce temps, Sionian était assis à la table et travaillait sur des documents. Il écrivait simplement quelque chose avec enthousiasme, avec un stylo. Laetitia abaissa soigneusement sa jambe du lit. J'ai décidé que je devais rentrer tranquillement chez moi. Le prince dit à haute voix et succinctement, sans lever les yeux de ses papiers, qu'elle devrait simplement s'allonger et se reposer. La fille s'est assise sur le lit. Sol croyait qu'elle n'était pas encore remise du choc, car elle souffrait encore d'une forte fièvre. Laetitia resta silencieuse, détournant le regard. Le monsieur lui a demandé ce qu'il avait fait de si mal. Penchée, elle a dit qu'elle aimait son mari et qu'elle essayait de faire tout son possible. Que je ne voulais pas être mesquin ou lâche. La fille se demandait si elle avait fait tout son possible. Et ses sentiments étaient-ils une telle erreur que même sa mort en fut insultée? Sol s'est levé de la table. Il a répondu à Laetitia que ce qui s'était passé n'était pas de sa faute. Le prince était sûr qu'elle faisait de son mieux et qu'elle avait confiance en son amour. Sol tomba sur un genou. Il a dit que son erreur avait été de choisir le mauvais partenaire. La jeune fille répondit à son Altesse qu'elle le savait. Il a demandé de clarifier quoi exactement. Laetitia a déclaré que même après un tel traitement, elle ne donnerait plus son cœur. Si cette personne dit qu'elle traverse une période difficile, elle viendra à son aide. Même si ses paroles sont un mensonge, elle le croira. Après tout,
Plutôt que de croire et d'être trompée, il lui sera plus difficile de regretter de ne pas croire. La fille serrait sa robe contre sa poitrine. Elle a déclaré que si elle s'était suicidée, comme Lianka l'avait aidée à le faire, elle croyait que son existence même était une erreur, et il aurait mieux valu ne pas naître. Des larmes coulaient sur ses joues. Les émotions ont pris le dessus. Sol surveillait son pupille de près. Je pensais que Langaro avait raison. Cette femme faible avait le cœur et le corps brisés. Il est possible que la thérapie de choc ait rendu les choses plus compliquées. Après tout, c'était comme s'il avait frappé la fissure avec un marteau. Et je devais m'assurer qu'il ne se casse pas. Le prince caressa la tête de Laetitia d'une manière apaisante. Il a insisté sur le fait que, tout comme un cerf ne pouvait pas devenir un loup, un mouton ne pouvait pas devenir un tigre. Il a consolé la fille en lui disant qu'elle était née comme ça. Il lui promit que la main qui guérirait ses blessures serait la sienne. Le prince effaça soigneusement les traces de son interlocutrice et remit ses cheveux derrière son oreille. Il a dit que son problème était le mauvais choix de partenaire. Sol pensait que la jeune fille ne devait pas non plus être tenue responsable de cela. Il l'embrassa tendrement sur le front. Il a insisté sur le fait que l'ex-mari de Laetitia était à blâmer, qu'il n'appréciait pas son amour. Il y a aussi une maîtresse qui essaie de prendre sa place. Sionian soutint soigneusement la fille et la coucha sur le dos. Il a dit que ces scélérats devraient répondre de ce qu'ils ont fait. Le prince a demandé à Laetitia de ne pas prendre la responsabilité de son chagrin. Après tout, elle a fait tout ce qui était en son pouvoir et avait confiance en ses sentiments. Il m'a conseillé d'être fière de moi. Notre héroïne regardait le monsieur avec les yeux grands ouverts. Elle aimait l'écouter, se rendant compte qu'elle était différente. Elle a repensé son existence. Sol sourit, content de lui. Il a exprimé sa joie que la fille ait arrêté de pleurer. Le prince lui a demandé si elle souffrait encore tellement qu'elle voulait se suicider. Laetitia a nié. Il restait néanmoins quelques points sensibles. Notre héroïne a compris que ce n'était pas la responsabilité de Saül. Et il toucha tendrement ses lèvres. Le prince s'est penché sur Laetitia et lui a assuré qu'il l'aiderait comme un homme. La fille a alors demandé si ça ferait mal. Sionian a exprimé sa confiance qu'elle ne pourrait même pas penser à son ex. Et les lèvres touchèrent ses lèvres. Déplacée plus bas vers le cou, toute sa vie, Aster Winchester a été le monde entier de notre héroïne. Elle n'était rien pour lui. Entourée de son mari, elle pensait toujours qu'elle n'était pas assez bien. Et c'est pour ça qu'à chaque fois je m'enfermais, je me détestais. Mais c'était lui qui lui faisait ressentir cela. Maintenant, Laetitia voyait clairement ce qu'elle devait regretter. Elle devait s'aimer elle-même. Sionian apprécia le changement dans l'expression de son protégé. Il a dit que c'est exactement comme ça qu'elle devrait le regarder. La jeune fille s'est promis qu'elle ferait de son mieux pour ceux qui l'appréciaient. Le prince se tenait à moitié nu à côté du lit. Laetitia le remercia pour la nuit précédente. Elle a également assuré qu'elle ne répéterait plus les mêmes erreurs. La fille a dit qu'elle était tout simplement horrible en ce moment. Mais elle a promis d'essayer, pour qu'un jour je puisse devenir un outil utile pour son Altesse. C'est pourquoi elle a demandé de ne pas l'abandonner. Le prince a insisté sur le fait qu'à chaque fois qu'elle faisait cela, il détestait Laetitia Violette. Ces mots ont intrigué notre héroïne. Elle ne comprenait pas bien les mots entre les lignes. En réponse, le prince a exprimé l'espoir qu'Anna Rosa lui plairait victoire. Le prince s'habillait. Il a rapporté qu'à son arrivée à Kant, la jeune fille aurait un emploi du temps plutôt strict. Langaro doit veiller à ce qu'aucun inconvénient ne survienne. Sionian a dit qu'avant de partir, il voulait lui rendre un service. Il lui a proposé de lui dire ce dont elle avait besoin. La fille était timide et hésitante. Elle a insisté sur le fait qu'elle avait déjà trop reçu. Après quelques gémissements, elle a néanmoins exprimé le désir de recevoir des fleurs. Le prince demanda à nouveau. Laetitia a assuré qu'un seul suffirait. La fille a expliqué. Récemment, une amie m'a dit qu'elle avait reçu un bouquet de fleurs de la part de l'homme avec qui elle a passé sa première nuit. Et puis, elle l'enviait. Elle a dit tristement dans sa voix qu'elle n'avait jamais reçu de fleurs en cadeau. Elle a dit qu'elle partirait déjà. J'ai dit au revoir à Sa Majesté. La fille est partie. Mais Sol n'arrivait toujours pas à se le mettre dans la tête. Les fleurs se trouvaient dans un vase dans sa chambre. Laetitia pouvait tout demander, pas seulement une chose simple. Une belle journée, des montagnes au loin, une petite ville portuaire, un pont massif traversant le détroit. Notre héroïne choisissait avec enthousiasme quelque chose dans la boutique. Elle était accompagnée d'Alexa. Un marchand s'affairait à proximité. Ils ont ensuite visité une pâtisserie. À ce moment-là, les yeux de l'épéiste s'écarquillèrent, ce qui fit rire la dame. Après la promenade, la jeune fille a demandé à la dame si elle aimait la vue sur le port de Quinte. Elle a assuré qu'elle avait passé un moment merveilleux et qu'elle n'était même pas fatiguée.
Alexa se grondait de ne pas avoir pensé à la fatigue de la marche. Mais ils ont passé un bon moment. Au moment de nous dire au revoir, nous avons décidé que cela valait encore la peine de se reposer. Saisissant d'une main la poignée massive, notre héroïne ouvrit la lourde porte en chêne. Il y avait de la surprise dans ses yeux. Toute la pièce était couverte de fleurs. Ils étaient partout. Dans des vases, des pots, toutes sortes de récipients et simplement sur le sol. Une mer de fleurs au lieu d'une chambre. La fille n'avait jamais rien vu de tel, même dans un magasin de fleurs. Elle se souvient avoir demandé des fleurs au prince. Maintenant, cette mer parfumée l'entourait. Des larmes de bonheur jaillirent des yeux sur le visage souriant. Elle n'a jamais reçu de fleurs en cadeau. Assise au milieu de la félicité multicolore, notre héroïne s'est fait une promesse. Qu'elle reviendra dans un an. L'Ana Rosa vit croire idéale pour sa majesté qui lui a donné le printemps, alors qu'elle ne demandait qu'une seule fleur. L'immense domaine était entouré de verdure, étincelant de splendeur. Le domaine était entouré d'une forêt et derrière elle, de montagnes. Le temps a filé. Une année entière. Pas seulement pour ceux qui blessent notre héroïne, mais aussi pour celui qui flottait avec le courant ce jour-là. La photo d'Aster était à la une des journaux. Laetitia était assise et lisait le journal avec une tasse de thé du matin. Elle pensait qu'un certain temps s'était écoulé depuis son arrivée dans le comté de Kent. Elle se demandait comment allait son Altesse. Pendant une année entière, il ne m'a jamais contactée. Le jeune aux cheveux roux a appelé Ana Rosa. J'étais intéressée par ce à quoi elle pensait. C'était Edgar Bodren. La jeune fille a demandé de quoi un parasite qui ne fait rien d'autre que profiter de la vie devrait s'inquiéter. Edward m'a demandé de ne pas dire ça. Il lui a demandé si elle ne se sentait pas comme une invitée précieuse et une amie de Borden. Notre héroïne a passé toute la dernière année à vivre avec la famille Borden. Elle fut confiée à leurs soins et à la formation de Sa Majesté dans tous les domaines nécessaires. Les marquis étaient largement connus pour leur commerce d'alcool dans le comté de Canton. Les frères et sœurs Borden étaient également les professeurs de Laetitia. Ils ont été très utiles pour apprendre l'accent, les coutumes et la culture unique du comté. Sa Majesté Sionian les présenta à la jeune fille comme des alliés. C'est cette famille qui a dû confirmer l'identité de Anna Rose Victoire. L'invitée sourit. Elle a dit qu'elle était heureuse d'entendre de telles paroles de la part d'Edgar. Le jeune homme a entendu dire qu'elle devrait bientôt retourner à Northland, que la comtesse avait besoin de régler certaines questions. La dame a confirmé. Après tout, c'était la seule façon pour elle de renaître complètement sous le nom de Anna Rosa Victoire. Edgar était inquiet. C'est ce qu'il a rapporté. Après tout, si elle part d'ici, elle pourrait se retrouver à l'épicentre d'une terrible tempête. Qu'il commencera à se sentir triste et ne pourra plus sourire comme lors de leur première rencontre. L'invitée a remercié pour l'attention, mais elle a insisté sur le fait que la personne qu'elle était il y a un an était très différente de la personne qu'elle est aujourd'hui. Le jeune homme pensait que ce serait une demande présomptueuse, mais Anna Rosa aurait dû réfléchir avant de partir. Puis le bruit des talons se fit entendre. La fille a demandé pourquoi il n'était pas allé à l'entrepôt pour chercher des fournitures. Cette fille brillante et audacieuse aux cheveux roux ardents et aux yeux verts expressifs s'appelait Marzi Bodrin. La sœur lui a demandé pourquoi il avait dit ce qu'il considérait comme présomptueux. Quel était l'intérêt de parler de l'épicentre de la tempête? Elle l'a grondé parce qu'il dormait pendant les cours de littérature. La rousse a demandé à Rosa pourquoi elle écoutait les bêtises de son frère. J'ai été étonnée qu'on puisse se qualifier de femme de Kent après cela. L'interlocuteur lui a demandé pardon. Marzi ne s'est pas calmée. Elle a exigé de savoir pourquoi elle s'excusait. La jeune fille a cité le proverbe de Kant, « Quand la brise souffle, déployez les voiles », ce qui signifiait que le temps était précieux. Il s'est avéré que c'était la fille qui était responsable de l'avoir laissé partir sans but. Marzi applaudit après ces mots, et puis elle s'est précipitée pour serrer Rosa dans ses bras. Elle a demandé qui la considérerait désormais comme une étrangère. La fille sourit et dit que tout était grâce au meilleur professeur. Marzi sentait qu'elle ne méritait pas de tels compliments. Mais notre héroïne pensait qu'enseigner aux autres était assez difficile. Et c'est pourquoi elle lui assura qu'elle lui en serait toujours reconnaissante. Le professeur s'est précipité pour embrasser Rosa. Elle a dit que c'était si mignon qu'elle pourrait mourir maintenant. Marzi tenait une enveloppe dans ses mains. Elle a déclaré qu'elle aurait dû recevoir une récompense pour son excellent travail. Il y avait une nouvelle carte d'identité dans l'enveloppe. Notre héroïne a sorti un document avec un blason et un cadre doré sur du papier épais. Je l'ai regardé pendant longtemps. Je ne pouvais pas croire que ce jour était arrivé. La rousse parlait d'une voix solennelle. Que désormais, la comtesse Victoire était parente collatérale du marquis de Baudrin. Marzi tendit la main, et elle a dit qu'elle espérait coopérer avec sa cousine. Notre héroïne se jeta dans les bras de la marquise.
J'ai commencé à la remercier sincèrement. La fille était un peu confuse par de telles émotions. Le cousin a assuré qu'il était encore trop tôt pour être impressionné. Regardant quelque part derrière son dos, elle ordonna à la personne invisible de partir. En regardant autour d'elle avec méfiance, notre héroïne aperçut une vieille connaissance. Langaro se tenait devant elle. Il a souri. J'ai salué la dame. L'adjudant a dit que la demoiselle avait l'air en bien meilleure forme, et il croyait que c'était la meilleure décision de rechercher le patronage du marquis de Baudrin. La fille était heureuse qu'il ne l'ait pas oubliée. J'ai demandé à un vieil ami comment il allait. Langaro a assuré que tout allait bien pour lui. Il a dit que, comme d'habitude, il était occupé avec les affaires de son Altesse sionienne. Rosa lui a demandé ce qu'il faisait ici, et elle a supposé qu'il était venu la chercher un an plus tard. La joie éclaboussa ses yeux. Langaro a révélé que la raison de sa visite était d'effectuer un test sur la dame. Il sortit une enveloppe de sa poche intérieure et la tendit à la fille. La fille a demandé à nouveau. Elle avait l'air un peu confuse. L'adjudant lui rappela qu'elle avait étudié dur pendant tout ce temps, et dans chaque rapport de mademoiselle Marzy et du marquis de Baudrin, il y avait de nombreux commentaires positifs. Langre a demandé à la dame d'examiner le contenu de l'enveloppe. La fille l'ouvrit et commença à lire. Il y avait une enveloppe avec un blason de lion. Il s'agissait essentiellement d'une invitation à une cérémonie de fleurs. Avec de la joie dans les yeux, Marzy se demanda si cela venait de Duke Sullivan. Chaque année, au début de l'été, le duc de Sullivan organisait un grand goûter. La plupart des nobles de Kent furent invités à cet endroit. Langard a déclaré que si la jeune fille voulait confirmer l'identité de la noble dame Kent, alors c'était la meilleure occasion. Marzy a assuré que c'était une occasion de faire bonne impression sur toute la noblesse à la fois. Laetitia comprit que c'était un test. L'adjudant a souligné qu'au cours du thé, Anna Rosa ne devait laisser personne deviner qu'elle était une étrangère. Notre héroïne s'est rendue compte qu'il s'agissait pour elle d'un test de la part de son Altesse. Elle était un peu effrayée par ça. Marzy a indiqué qu'il n'aurait pas dû y avoir de couleur verte. Des dégustations de thé auront lieu tout au long de la journée. Il fallait utiliser des tons clairs. Marzy pensait que le bleu ciel conviendrait mieux à sa protégée. Mais pas cette fois. Elle a rappelé que cet événement pourrait être considéré comme ses débuts. Notre héroïne a dit qu'elle avait déjà été mariée. Mais la femme aux cheveux roux a insisté sur le fait que c'était la première apparition de la dame dans la haute société et que c'était donc un début. Marzy a apporté une robe à la fille pour qu'elle l'essaye. Elle a demandé à Rosa d'être plus audacieuse. Elle a insisté sur le fait que la fille avait un accent parfait. Et si elle ne perd pas la tête, elle ne fera pas d'erreur. Je lui ai demandé si elle comprenait quel était le plus gros problème. Marzy a déclaré que le comportement timide de la jeune fille la trahissait. Après tout, les femmes chez Kent n'étaient pas du tout timides. Elle a dit que chacun avait ses propres défauts. Mais pour avoir confiance en soi, il n'était pas nécessaire d'être parfait. Elle méritait d'être courageuse juste pour avoir essayé. Ajustant les volants de sa robe aux couleurs délicates, la jeune fille regarda son reflet dans le miroir. Marzy pensait que l'ex-mari de la jeune fille et sa maîtresse étaient responsables de tout. Et Anna Rose avait de nombreuses raisons d'être fière de lui. La Rousse a déclaré qu'Anna Rosa n'était pas, pour le dire franchement, une criminelle. Mais elle pensait différemment. Après tout, elle était coupable d'avoir usurpé l'identité de quelqu'un d'autre et d'avoir falsifié des documents. En agissant sous le nom d'Anna Rosa Vicroire, elle était déjà coupable de fraude. Marzy était offensée, et elle demanda si sa protégée n'allait vraiment pas porter la robe chic qu'elle avait préparée avec tant de diligence. La jeune fille a assuré qu'elle le porterait certainement. Après tout, la tenue a été choisie spécifiquement pour cet événement. La marquise a assuré que des bijoux bleus au décor simple iraient bien avec la robe. Elle a ordonné d'être prête le matin, promettant de l'attendre à l'entrée principale. Anna Rosa était surprise que Marzy l'accompagne. La Rousse a assuré que l'invitation lui avait été envoyée en premier. Notre héroïne était heureuse. Après tout, Marzy aurait pu l'envoyer seule, mais elle a gentiment pris soin d'y aller avec elle. Je lui en étais reconnaissant. La nuit est tombée. La lune éclairait la terre endormie avec son balancier. La fille est allée se coucher. Elle souhaitait que demain arrive plus tôt. Mais il y avait aussi des doutes quant à notre capacité à y faire face. Laetitia se voyait parmi des étrangers. Elle portait une robe verte. Lianka était assise en face d'elle. Elle a exprimé sa joie qu'ils puissent tous s'asseoir là comme une vraie famille. Ensuite, la jeune fille effrontée s'approcha d'Aster. Elle se pressa contre lui. J'ai dit à mon bien-aimé que j'attendais cela depuis si longtemps. Elle a demandé si Laetitia serait offensée par ses paroles. L'homme buvait du vin. Il a demandé à sa maîtresse de ne pas s'en inquiéter. Elle a insisté sur le fait que Laetitia n'était qu'un tremplin vers leur bonheur. Il sourit avec contentement.
Notre héroïne se demandait quand elle pourrait se libérer de cet enfer. Mais quelqu'un lui saisit alors brutalement la main. Sionian a dit que la fille était vraiment ennuyeuse. Laetitia se redressa lorsqu'elle vit son Altesse. Le prince a déclaré que son apparence s'était considérablement améliorée. Mais elle était encore si faible qu'il semblait qu'elle allait se briser si elle détournait le regard d'elle. Il a dit qu'il y avait quelque chose d'attirant dans sa faiblesse pour lui. Sol commença à renifler puis à embrasser la main de la fille. Laetitia rit. La fille a dit que son Altesse sentait le soleil. En réponse, le prince a dit qu'elle sentait les larmes. Il a demandé quelle était cette odeur. Salée, amère, sucrée, comme un rideau mouillé pendant la pluie. Sol toucha la joue de la fille. Elle a dit que cela avait vraiment amélioré les choses. Le prince a dit que le temps avant de se réveiller et d'aller dormir était difficile, et il ne savait pas quand le temps guérirait cela. Sionian prit la fille dans ses bras. Je lui ai demandé de bien dormir aujourd'hui. Je l'ai portée dans une pièce pleine de fleurs. Laetitia sourit. J'ai sincèrement remercié son Altesse pour ce merveilleux cadeau. Elle a promis de toujours s'en souvenir. Sol rapprocha son visage. Il a dit qu'il pourrait lui apporter beaucoup plus de fleurs. J'ai reçu l'ordre de continuer à essayer. Il lui a assuré qu'elle allait bien. Il commença à embrasser ses lèvres passionnément. La fille souriait joyeusement dans son sommeil. Elle a prononcé son nouveau nom Anna Rosa. Le matin, la voiture était déjà prête. Une paire de chevaux attendait, grattant impatiemment le sol avec leurs sabots et s'éventant avec leur queue luxueuse. Notre héroïne se souvient avec rêverie de ce rêve incroyable. La nuit, il lui semblait que son Altesse était réellement venue. Marzi sortit la jeune fille de sa rêverie. On lui a demandé à quoi elle pensait. J'ai supposé qu'elle était inquiète. Rosa l'a un peu admis. La rousse a dit qu'elle pouvait le voir sur son visage. Elle a demandé à Anna Rosa Victoire de la rendre fière. Elle a promis de faire exactement cela. La voiture roula sur la route pavée et s'arrêta. Les portes de la cabine s'ouvrirent. Ils sont arrivés sur les lieux. Notre héroïne marchait avec les ourlets de sa robe dufteuse à volants asymétriques relevés. À ce moment-là, quelqu'un l'admirait à haute voix. C'était Edouane. Elle a assuré à Anna Rosa qu'aucun pays n'avait une si belle dame. Il a insisté sur le fait qu'il était possible de devenir aveugle. Marzi s'approcha d'eux avec fureur sur son visage. Elle a dit que son frère ne l'avait jamais complimenté de sa vie. Le jeune homme trouvait étrange qu'il puisse sembler que les anémones de mer se mettent à parler. Sa sœur a attrapé Edouane par le col de sa chemise. Elle a dit qu'il avait dépassé les bornes. Ses yeux brillaient de colère. Le frère a demandé ce qu'il avait pu dire de mal. Marzi a ordonné de ne pas la mettre en colère. Rosa interrompit leur querelle. Elle a demandé à regarder vers la route. La rousse a annoncé que les invités avaient commencé à arriver pour la cérémonie du thé. Il était donc temps pour eux d'aller montrer leurs roses. Puis un monsieur s'est approché d'eux. Il a demandé d'un ton enthousiaste qui était là. Il a demandé si c'était la célèbre Marzier Baudrin qui était arrivée. L'homme sourit, continuant à faire des blagues sarcastiques. La fille aux cheveux roux regarda par-dessus son épaule. Elle a fait semblant de ne pas le reconnaître. Elle a dit qu'il ne semblait pas si célèbre. L'interlocuteur a ordonné à Marzi de ne pas faire semblant. Il a déclaré avoir déjà rencontré la dame plus d'une douzaine de fois. Edvan était pressé de nous rejoindre. J'ai salué le comte Hayden. Il a tendu la main pour serrer. Il lui a rendu l'appareil. Ici. Marzi fit semblant de reconnaître l'homme. Elle lui a demandé combien de temps il allait la traquer et commencer une dispute. Elle ne se sentait pas coupable que sa fiancée soit ravie d'elle. Hayden a assuré qu'il était arrivé ici en premier. Marzi n'a pas reculé. La discussion a continué. Mais ensuite Charlène est arrivée. La jeune fille admirait la beauté de Lady Baudren. Elle prétendait que Miss Marzi brillait plus que toutes les décorations de sa robe. La rousse accepta le compliment et la remercia. La fille s'intéressait à savoir qui était son compagnon. Marzi présenta la jeune fille comme étant sa parente, la comtesse Anna Rosa Victoire. Elle lui prit la main et la rapprocha d'elle. Lady Baudren a rapporté que le père de la comtesse était récemment décédé, et elle était occupée avec la succession familiale. C'est pourquoi elle fera ses débuts tard. Notre héroïne s'inclina gracieusement, saluant ses nouvelles connaissances. Elle s'est présentée par son nom. Elle a exprimé sa joie de le rencontrer. Charlène était encore plus ravie. Elle a insisté sur le fait que la dame avait une beauté particulière, en supposant que c'était à cause de ses liens familiaux avec mademoiselle Marzi. Puis une personne portant une jupe rose dufteuse avec de gros volants s'est approchée d'eux. Elle a demandé si la dame était originaire de Kent. Elle se souvient qu'elle avait déjà croisé la route de Miss à Northland. En levant les yeux, notre héroïne fut surprise de voir son ancienne belle-sœur. Charlène a soudainement présenté son amie Olivia de Northland. La jeune fille aux cheveux verts s'est présentée comme étant Olivia Winchester,
avec une révérence retenue. Notre héroïne s'est ordonnée de ne pas être nerveuse. Elle s'est convaincue qu'elle n'était plus Laetitia Violette. Elle sourit à son interlocuteur. Elle a déclaré qu'elle semblait se souvenir de la façon dont ils observaient ensemble les navires dans le port. Olivia a dit qu'elle se souvenait alors de la fille parce qu'elle avait un très beau profil. Je complimentais encore son apparence maintenant. Tournant son regard vers le jeune homme, elle supposa qu'il s'agissait du marquis de Baudrennes. Elle a dit qu'elle avait entendu parler de lui par Charlène. Le jeune homme s'est comporté avec retenue. Edwin a déclaré qu'il avait également entendu parler de la famille Winchester de Northland. La production de thé blanc d'Aster Winchester était une entreprise nouvellement ouverte. Olivia était surprise que le jeune homme connaisse son frère. Il a répondu que Kent était un pays commerçant. En tant qu'homme d'affaires, il s'intéressait également aux tendances commerciales des autres pays. La fille admirait la façon dont son frère avait eu une idée aussi merveilleuse. Notre héroïne réfléchissait en regardant les visages des gens. Et il s'est avéré que Marzie et Edwin en avaient déjà entendu parler par Langaro. Et sur la façon dont Laetitia a vécu à Northland. Edwin a répondu que le thé blanc était réputé pour être idéal pour neutraliser le calcaire de l'eau, considéré comme un problème de qualité dans le Northland. Elle a dit que cette eau, combinée avec du thé blanc, était bonne pour la peau. Le jeune homme s'intéressait à la manière dont l'efficacité des feuilles de thé poussant exclusivement à Westeros avait été découverte. Edwin savait que le thé blanc en tant que produit avait été abandonné dans le Northland en raison de son goût aigre inhabituel. Charlene a confirmé ce fait. Olivia a commencé à raconter. Elle a dit qu'elle se sentait mal à l'aise de l'admettre. Mais lorsque son frère a démarré son entreprise, toute la famille s'y est opposée. Aster allait importer exclusivement du thé blanc, ce qui avait déjà échoué à Norland. Sa sœur pensait qu'il était fou. Olivia a dit que personne ne soutenait son frère à l'époque, et il a accompli tout cela uniquement par ses propres efforts. Mais notre héroïne se souvenait en détail de la façon dont tout s'était passé. Et c'est elle qui a prêté de l'argent à Aster pour le développement, montrant ainsi sa foi et son soutien. Olivia était étonnée de voir à quel point les gens pouvaient se rencontrer par hasard. Mais notre héroïne pensait qu'il l'utilisait comme engrais pour la croissance. Miss Winchester tendit la main. Elle a exprimé l'espoir de se faire de nouvelles connaissances. Laetitia était même, dans une certaine mesure, heureuse que rien n'ait changé depuis plus d'1 an. Le regard de notre héroïne s'est posé sur l'accessoire d'Olivia. La jeune fille ne comprenait pas ce qui pouvait susciter un tel intérêt. Anna Rosa a exprimé l'idée que Miss Winchester avait un très beau sac à main. Olivia rayonnait simplement. J'ai demandé s'il était vrai que le design était excellent. Elle a déclaré que le sac était livré avec un ventilateur. La jeune fille s'est vantée que le produit était fabriqué à partir de soies rares apportées de la lointaine Istrie. Pendant un instant, les yeux d'Anna Rose brillèrent de manière inquiétante. La fille se souvient comment sa belle-sœur avait volé et vanté la robe de grand-mère Laetitia depuis le balcon ce jour-là. Notre héroïne a dit qu'il n'y avait rien de surprenant, qu'elle se trompait en pensant que c'était une belle chose. Mais il s'est avéré que ce n'était qu'un produit secondaire. Après tout, un tel modèle irait mieux sous une robe. Olivia était surprise de voir comment la dame avait pu le découvrir. Elle m'a assuré qu'à l'origine c'était une robe, mais qu'elle avait ensuite été modifiée. Anna Rosa a déclaré que c'était un travail inutile. Lady Victoire était sûre que la robe de Miss Olivia lui aurait mieux convenu. Et je ne comprenais pas pourquoi elle faisait ça. Lady Winchester répondit qu'il s'agissait en fait d'un cadeau laissé en souvenir par sa belle-fille décédée. Chaque fois que je regarde ce sac et ce ventilateur, elle se souvenait du défunt. Et j'aimerais vraiment remonter le temps quand la fille était encore en vie. Mais Laetitia comprenait ce que pensait réellement son ancienne belle-sœur. Et elle voulait l'amener à l'eau propre. Dame Victoire a raconté l'histoire. Comment un aristocrate de Kent regretta sa femme décédée. Et en mémoire d'elle, il a conservé sa chambre dans son état d'origine pendant plus de 40 ans. Charlène se souvint que c'était une histoire sur le baron Métaux. Anna Rosa a confirmé. Et elle a ajouté que selon les rumeurs, le baron s'efforçait tant de prendre soin de la pièce qu'il semblait que sa femme était sur le point d'ouvrir la porte et de sortir. Olivia a exprimé sa joie face à cette histoire. Elle a déclaré que peu importe le pays dans lequel les gens vivaient, leur nostalgie du défunt était la même. Anna Rosa a déclaré que tel était le sort de ceux qui restaient. Et puis elle a demandé à Lady Olivia comment il était possible de déchirer des vêtements laissés par un proche et d'en faire un sac. Miss Winchester pinça les lèvres, acculée par cette question gênante.